Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Oh, je suis en train de nettoyer la pompe que j'ai pour la Bernard. Cette pompe, j'ai des petits problèmes de joint. Les joints. Et tu penses que tu peux le réparer? Oui, bon, je me débrouille. Si bien que mal, souvent, bon, les joints anti-fuite là, souvent on est obligé de couper certains caoutchoucs pour l'adopter, quoi. Avant d'y aller en France, après l'école primaire, j'ai travaillé dans une société française qu'on appelle à l'époque CFAO, qui avait des usines pour le décortiquage. Après, bon, les années, j'ai compris que quand l'indépendance a eu lieu, bon, je suis resté. Je vois que je pouvais aller encore faire mieux ailleurs. Je suis parti pour la Côte d'Ivoire en 1965. J'ai travaillé là-bas dans la boulangerie abidjanaise, qu'on appelle. Les années ont passé, après 70, 71, je suis rentré en France. Travailler. Tu avais quel âge à cette époque-là? J'avais environ 24 ans. 24 ans, 25 environ. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai travaillé à Bayard Place. Mon premier employeur était Bayard. J'ai fait 7 ans là-bas. J'ai travaillé là-bas comme aide-machine. J'ai continué à travailler jusqu'à 74, 75. 2 ans plus tard, on m'a payé les cours par correspondance, la comptabilité. Cours de comptabilité par correspondance. Après ça, bon, j'ai demandé de revenir au pays. Bon, avec la personne chargée de la formation, a pris contact, a pris contact avec l'ambassade du Mali, le consul, qui était M. Koné à l'époque. Bon, ce dernier dit que ça tombe bien parce que bon, il y a un groupe de personnes qui doivent faire une formation de retour pour les périmètres irrigués. C'était un protocole d'accord entre la France et le Mali. Bon, on m'a demandé que si j'aimerais y participer. J'ai dit oui, parce que bon, l'idéal pour moi c'était un retour sur terre, parce que j'ai pensé que chez moi encore ici, le secteur primaire, qui est le secteur de l'agriculture, ou des productions, c'était un secteur qui est délaissé. J'ai préféré aller faire cette formation. Quand je suis arrivé au centre Anfropar, on a fait une formation de base à ce qui concerne l'agriculture générale. Bon, le moment venu, on m'a spécialisé, comme déjà j'avais une formation économique. On m'a orienté à la comptabilité et à la gestion économique rurale. Et ce périmètre, il devait être où? À Gakura. À Gakura? Donc c'est un collectif de travailleurs Voilà, à Gakura. voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Parce que tu étais en France, tu avais un bon boulot quand même. Oui,
j'étais bien payé, j'avais un bon boulot. Tu n'étais même pas logé en foyer? Non, j'ai jamais été logé dans un foyer. Bon, c'est une prise de conscience qui m'est venue que, et surtout avec un changement, après la mort de Pompidou, il y a eu un changement. Un changement, bon, qui laisse à entendre que chacun doit retourner chez eux. C'était quoi? C'était Giscard, l'élection de Voilà, Giscard? Giscard. Justement, comme je faisais partie du, je faisais un peu le syndicalisme, j'ai compris que il faut que je me prépare pour rentrer chez moi. Tu travailles dans quel syndicat? J'étais force ouvrière. Sourire. Et tu étais délégué ou comment? Oui, j'étais délégué. J'étais délégué du personnel de l'entreprise. Je faisais partie aussi des délégués du comité d'entreprise. Et je contrôlais aussi un peu la gestion de la cantine de l'entreprise. Et c'était important pour toi tout ça? Oui, c'était important. C'était important. C'était important, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui t'importait dans cette action-là? Parce que ça prend du temps quand même tout ça. Oui, c'était important dans la mesure où on apprend. Dans les sociétés avancées, bon, d'ailleurs c'est ce qui m'a donné cœur de revenir chez moi, qu'il y a une possibilité aussi d'entreprendre quelque chose. C'est important parce que j'en ai appris dans le rouage qu'il y a une possibilité aussi de réussir. On va en Europe parce qu'on apprend. On apprend, on se cultive et puis, à travers la société. Avant de rentrer de la France, j'avais déjà fait des investissements. J'avais acheté une bâchée. Bon, pour l'exportation, c'est en orthodoxe. Bon, après, la 204 que j'avais, je l'ai ramenée avec moi en 77 pour essayer de faire préparer le retour aussi. Comme il était question pour ceux qui bénéficient de la formation, retour, ils déposent leur carte. La carte de séjour, je l'ai déposée au moment opportun. Le moment venu, après la formation, bon, j'ai déposé la carte. Vous voyez, j'ai bénéficié une tronçon c'est 1000 francs, 10 000 francs à l'époque. Bon, avec ça, j'ai fait le voyage sur l'Afrique. Okay. Je suis revenu au courant 79, depuis 79. Hein. 79. Avec, au pays, oui. Une 404 bâchée, oui. Une 204. Oui, que j'avais au pays d'or déjà, que j'avais laissé derrière moi. Tu avais laissé derrière toi. Oui. Quand je revenais, je suis venu avec une R12 avec une moto. Et puis 10 000 francs. 10 000 francs, oui. En poche. Oui. Voilà. Donc ça, c'était la fin de la France. Oui, ça c'est la fin de la France. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec votre projet, tout ça? Bon, une fois arrivé, j'ai appris déjà que les compagnons ne sont pas là. Que certains sont restés, que d'autres déjà ont commencé à retravailler là-bas. Bon. Moi, j'ai essayé de m'intégrer à la fonction publique. Non, mais dis-moi un peu plus, là. Oui. Le projet de Gakura, finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et à ton avis, pourquoi? Bon, c'était dû parce que c'est juste bon, le découragement de certains émane de l'entourage. D'aucuns disent que pourquoi quitter ce service-là pour se redonner à la terre. Vous voyez? Bon.
s'il faut laisser le travail, c'est-à-dire que la paye que l'on gagne en travaillant dans les usines ou autres, que venir se redonner à la terre, que ce n'était pas rapportable, quoi. Ça ne rapporte pas, quoi. Donc finalement, les gens se sont, comment on pourrait dire, ils se sont dégonflés ou Oui, ils sont dégonflés. Ils sont dégonflés. Et ils t'ont pas dit avant? Non. Ils n'ont pas dit qu'ils hésitaient ou qu'ils avaient des doutes? Non. Depuis qu'on a quitté le centre, je partais le voir dans leur foyer. Chaque fois, s'ils sont en voie de retourner, s'ils sont prêts à retourner. Non, tel n'a pas été le cas. Et ils ont toujours dit qu'ils voulaient retourner. Voilà, ils ont toujours dit qu'ils veulent retourner. Donc toi, arrivé au pays? Moi, arrivé au pays, sachant qu'ils ne veulent pas revenir, j'ai essayé d'introduire mes dossiers au niveau de la fonction publique. Et déception que j'ai reçue, j'ai trouvé que déjà ce que j'avais mis derrière moi n'ont pas marché. C'est-à-dire que la bâchée vendue, la 204 en épave. Et, en état épave. Et c'est qui l'avait vendu? Bon, c'était le grand frère. C'est quelqu'un de la famille? Oui, il est quelqu'un de la famille. Parce que quand je suis revenu de la France, que tout n'a pas marché, bon, l'épave de la 204, je l'ai vendue. Avec cet argent-là, j'ai commencé à faire un petit magasin, un tout petit magasin. Hein. Puis voilà comment ça a marché. À l'époque, il y avait peu de commerçants détaillants dans le quartier. Bon, ça a marché. À travers ça, j'ai commencé à acheter du bois pour faire une pirogue qui fait le voyage entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Il y avait le trafic était dense à l'époque, parce qu'il n'y avait pas la route entre ici, qui dit pendant la saison de pluie, la route était impraticable, presque impraticable. Donc les gens utilisent la pirogue pour les voyageurs et pour ceux qui font le trafic. Voilà. Ceux qui font du trafic, tout ça est emprunté la route du fleuve. Le moment venu où il y a eu le différend entre le Sénégal et la Mauritanie, alors on est mis sur tapis, quoi, en quelque sorte. Parce que ça ne pouvait plus marcher? Voilà, ça ne pouvait plus marcher. Personne ne pouvait s'hasarder d'aller là-bas sans autant ne pas recevoir des balles. Là. Des balles de fusil? Des balles de fusil, oui. Et tu as construit d'autres pirogues? Comment ça s'est marché? Bon, c'est l'année même, comme on est ignorant, on ne peut pas être bon Dieu pour connaître tout. Moi, parce que bon, la chose elle marchait, j'ai pensé que bon, je pouvais faire encore mieux. Donc j'ai vendu l'ancienne pirogue pour me confectionner une grosse pirogue qui fait dans les 30 tonnes environ. Oui. Et la même année qu'il y a eu, c'est différent. Et puis la navigation n'était plus possible. La pirogue est restée. Et finalement, bon, le bois, quand tu fais une pirogue, il faut que ça navigue. Une fois que ça reste sur place, le soleil arrive à lui porter préjudice. C'est cassé, j'ai tout démonté. Bon, ces planches-là appartiennent à moi. C'était destiné pour la réparation de la pirogue qui a cassé. Vous voyez, il y a un MD là-dedans, mode tiré. C'était pour la réparation.
Bon, je l'ai acheté et finalement, comme je dis tantôt... Et tu n'as pas pu revendre ces bois-là parce que... Bon, j'ai voulu le revendre. Hein. Il y a quelqu'un qui a cautionné un peu de sous et puis voilà, le bois est égaré. Il est au Sénégal. Bon, le village qu'on appelle Koungani. Voilà. Donc, Il a déposé un petit peu de sous et voilà. Les gens sont venus pendant l'hivernage pour acheter et en faire des pirogues avec. Bon, lui n'est pas moi. Comme la promesse est très difficile souvent, une promesse donnée, il est difficile de... Il disait qu'après la saison de pluie, il sera là. Bon voilà, bientôt, on rentre dans une nouvelle saison de pluie. C'était destiné pour m'arrêter. Ceci là fait partie du lit du fleuve pendant la grande crue. Pendant l'hivernage, l'eau remonte jusqu'à ici. Bon, pendant la saison sèche, elle descend. En 86. Je crois avoir même la photo, il me semble, avec moi. Je vais te le montrer en rentrant. J'ai fait de la pomme de terre ici, ça a marché avec cette petite parcelle, j'ai eu plus de 2 tonnes. Ouais. Avec ces 2 tonnes-là, d'ailleurs, j'ai acheté même une tronçonneuse avec. J'ai une tronçonneuse à la maison que j'ai achetée à 75 000 francs. Bon, que je voudrais dans l'avenir quand je... Hein? Ouais. C'était la parcelle que j'avais utilisée cette année-là. Pendant la décrue, les femmes font du niébé ici, souvent du concombre, et puis de l'arachide aussi. Voilà les confectionnaires de pirogues. Bon, c'est monsieur-là qui a confectionné ma pirogue en 88. La grande alors? La grande là. Bon, un moment venu, comme ça navigue pas, il y a eu des fissures données par le soleil. Ce qui arrive très souvent, parce que le bois là n'est pas trempé. Bon, avec le coup de soleil, chaque fois il y a des fissures. Bon, au moment où on l'a fait arrêter par là, c'était arrêté pour réparer. Bon, juste il y a eu carnaval là pour la Ligue Somono. Bon, le monde est rentré là-dedans et la pirogue s'est cassée. Yay, Baba!
Elle était la plus grande que la mienne de quelques 10 tonnes environ. Celui-là doit prendre 40 et quelques tonnes, 40 tonnes. La pirogue là a une capacité de 40 tonnes. Et comment tu as appris à faire la navigation? Parce que quand même, ça ne s'apprend pas comme ça quand même. Oui, comme je t'avais dit tantôt que je suis un enfant, un enfant de pêcheur. Bon, déjà le fleuve je connais. Une fois que j'ai emprunté une fois pour aller au Sénégal, les itinéraires m'ont été faciles. Là où il y a des roches, là où on peut trouver des bois, des morceaux de bois. Sur l'image d'eau, là, je pouvais détecter là où on peut passer, quoi, les itinéraires. Ceux-ci, là, ce sont des soninké qui n'ont jamais fait, ils n'ont jamais fait la pirogue, la pêche. Mais ils se débrouillent quand même avec. Au moment de la prospérité, quand tout marchait bien, j'ai acheté la vedette qui est arrêtée là-bas, à Bamako. Je voudrais faire ça, un express entre Caille et Bakel, avec un moteur hors bord. Et ça a marché ou pas? Bon, c'était la même année que je suis allé chercher des planches pour la grosse pirogue, et c'est la même année qu'on ne pouvait pas naviguer. Elle aussi est restée. Bon, finalement, il y a eu des petits trucs qu'il faut réparer. D'accord. Et cette vedette, ça t'a coûté combien? Cette vedette, ça m'a coûté à peu près 400 000 francs CFA. Et elle a servi ou elle n'a jamais servi? Elle n'a jamais servi, presque jamais servi. Je l'amène au champ pendant les récoltes. Parce qu'il y a quelques petits trous seulement là. Bon, avec un soudeur, on peut me souder ça, on peut faire la soudure de ces petits trous. Et tu peux nous raconter un peu cette maison-là? Comment tu as construit cette maison? Parce que c'est une belle maison quand même. Oh oui, cette maison, je l'ai construite avec le jeune frère. Et elle a coûté combien? Ça, tu peux me dire? Oh, elle a coûté un peu la bagatelle de 6 ou 7 briques. Hein. Et vous avez commencé quand? On a commencé là en 86. 86. Au moment de la prospérité. Voilà, 86. Et elle est finie ou elle n'est pas finie? Bon, elle n'est pas tellement finie parce qu'on pense que quand tout ira bien de remonter encore, faire ça en étage. Quoi. Qu'est-ce qu'il avait dit, maintenant?
Benoît, il dit que je suis un bon entrepreneur, mais un mauvais gestionnaire. Et toi, tu estimes c'est pas vrai? Bon, pour moi, je trouve que c'est pas le cas, parce que ce qui a joué sur moi, c'est la nature et l'environnement. Et tu penses que, bon, juste de ce point de vue de gestion, tu penses que ça t'aurait aidé d'avoir une meilleure gestion de tes activités ou en fait ça n'a pas joué? Mais ma formation en gestion, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Sinon, je ne pouvais pas multiplier les activités. La formation en gestion m'a beaucoup aidé, même jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est seulement avoir un petit capital pour redémarrer. Hein. Pour redémarrer, parce que déjà, j'ai la pompe, les motopompes qu'il me faut actuellement. Bon, mais il faut avoir un petit capital pour le roulement, quoi. Mais tu as dit que tu avais acheté 2 moteurs, c'est ça? Oui. Oui. Tu as 2 moteurs au bord ici. Oui, j'ai 2 moteurs. Mais sans pirogue, ça ne te sert à rien. Non. Actuellement, la pirogue, je l'ai démontée. Bon, mais les bois sont là. Les bois sont là. Bon, les bois sont destinés à faire des petits pirogues d'avenir pour le revendre aussi. Donc, sur commande. Alors pourquoi tu gardes tes moteurs au bord là? Les moteurs hors bord là, parce que c'est de l'intention d'en construire encore une nouvelle pirogue dans l'avenir. Ah, d'accord. Dans l'avenir. Oui. S'il trouve les moyens, il va refaire les pirogues. Je vais refaire les pirogues. Continuer le transport en même temps. Et combien de temps tu as fait le commerce comme ça? Oh, c'est à partir de 83. De 83, tu as fait le commerce? Oui, depuis 83. Bon, quand cela a marché, bon, j'ai appris qu'on est en train d'aménager Manantali où il y a du bois. Le bois, on peut faire des pirogues avec. Bon, il y a des clients, des gens qui me demandaient, en Mauritanie, au Sénégal, des plateaux, c'est-à-dire des planches pour les pirogues. Et je suis allé faire un tour là-bas. J'ai acheté 2 mètres cubes pour un premier temps, 2 mètres cubes de bois. Quand j'ai amené ça, je l'ai vendu, ça m'a rapporté. Je suis reparti, j'ai acheté à peu près 6 mètres cubes. Bon. Et j'ai continué à faire jusqu'au moment où le déboisement aussi est arrêté. Juste au moment de la guerre. Et ça, c'était le moment où tu étais en fait le mieux de cet côté. Voilà. C'était le plus riche. Voilà. Non, le banabana, à l'époque, c'était du banabana. Le commerce marchait. Le tout marchait, quoi. Ça marchait bien à l'époque. Mais avec la fermeture, moi, j'ampute ça. Comme il disait tantôt, là, bon, le truc de la FMI, la restructuration des entreprises. Bon, il y a eu fermeture des entreprises commerciales telles que des sociétés telles que la Somiex, des commerciales. Bon, tous ces éléments-là sont revirés au commerce. Tout le monde est devenu commerçant. Que tu restes sur place, tu vois qu'un banabana vient avec quelque chose. Bon, nous autres dans les magasins, on paye des taxes pour l'État et puis personne ne vient nous voir. Donc le commerce est saturé. Moi j'ai pensé tout de suite, comme j'avais acheté de la terre au moment d'abondance, au moment des fourris j'avais acheté la terre, j'ai pensé à retourner sur terre, pour exploiter la terre. Et cette histoire de la terre, en fait, c'est une idée qui te travaille depuis la France. Depuis la France. Voilà. Et pourquoi ça? C'est la réalité du pays. C'est la réalité du pays. Puisque là, on ne mange pas bien à sa faim. Comment ça, c'est-à-dire que le secteur tertiaire, là, a été un secteur auquel on a favorisé. Oui. On parle le colonialisme. Bon, c'est le secteur qu'on dit que c'est le côté du Touba. Bon, on se salit pas. On a la vie facile. Tandis que la terre, il faut se courber. Il faut avoir de la sueur au front. Donc, ce n'est pas le secteur auquel
l'homme est appelé à le faire. Quelqu'un qui n'a pas de machine, quelqu'un qui n'a pas de... sauf la houe, les dabas, bon, c'est un secteur qu'il faut négliger. Bon, moi, de la France, j'ai eu cette conscience que c'est la terre qui m'intéresse. J'ai participé avec les gens de Gakura. C'était dans l'intention aussi de travailler là-bas. Mais je sais que chez nous encore, il y a cette côté ethnique là qui est là. Et ils sont soniqués. Moi, je suis de la grande ville. Il y a toujours cette petite différence qui s'oppose. Donc toi, tu as acheté de la terre à côté de Caille alors? Ouais, à côté de Caille, à 6 km d'ici. D'accord. Ouais, au bord du fleuve. C'est le premier champ que j'ai acheté. Bon, actuellement, j'ai planté quelques gouaviers, des manguiers, des citronniers. Bon, c'est arrosé à partir du fleuve. J'ai un petit qui arrose par la main. Bon, j'aimerais que la petite pomme que j'ai dans le champ de bananier, une fois que je vais faire élever, je vais la placer ici et pour arroser ça à la main. Alimenter ce bassin-là, à partir de ce bassin-là, on peut alimenter ça à la main. Comme c'est un petit champ qui fait à peu près 1 hectare. 1 hectare et quelques. Le champ commence où? Par là, à partir de l'érosion là. Oui. Bon, jusqu'à là-haut. Jusqu'à là-haut? Jusqu'à là-haut, jusqu'en haut là. Oui. Bon, mais j'ai clôturé une partie pour faire du maraîchage et en même temps un petit champ de bananes. Voilà. Pour éviter aux attaques des bêtes surtout. D'accord. Le reste, c'est pour la culture saisonnière. Il y a des bêtes du village qui viennent faire du mal. Tout ce retard est dû aux bêtes du village. Ils viennent chaque fois l'attaquer, manger les feuilles. Je manque des moyens de m'implanter quoi. Oui. Si j'avais les moyens de m'implanter sur place, voici les voisins. Tu vois le champ des voisins qui sont là et à peu près la même période que moi. Tu vois pas un champ là-bas? Oui, oui. Mais ils sont là. Ils sont là. Pour moi, les attaques des bêtes, chaque fois ils me font des ravages. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de revoir le cylindre là qui faisait des fuites avec la culasse. Je pense que j'ai mis de la graisse, que ça peut éviter la fuite d'air. Et avec une fuite d'air, il y a peu de compression.
répondu à l'appel. Il manquait l'essence, quoi. Oh, il manquait de l'essence. Chaque fois, j'enlève l'essence parce que souvent, il y a des gens, les piroguiers peuvent m'enlever ça, le passage. Il y avait les arrêts d'eau là qu'on n'en trouve pas sur le marché. Et puis, moi, je me suis débrouillé à bricoler des arrêts d'eau là. Tout ça va aujourd'hui, avec des roulements aussi. J'ai adapté d'autres roulements, ça va. C'est le problème de fonctionnement qui m'entrave jusqu'à présent parce que mettre la machine en place et puis mettre les tuyaux, c'est pas le problème, mais avoir le moyen de dotation de carburant et de lubrifiant. Et un petit fond de roulement que je laisse dans la famille en attendant que les premières récoltes. C'est tout. Sans ça, bon, en 3 mois, je peux commencer à bénéficier les fruits de l'exploitation. Donc, si tu avais quelque chose à dire aux gens en France, qu'est-ce que tu leur dirais? Bon, que c'est pas facile, hein. Que c'est pas facile, mais pour ceux qui veulent revenir, individuellement, c'est difficile. Mais s'ils arrivent à se regrouper avec les mêmes idées et les mêmes objectifs, ils peuvent faire beaucoup de choses. Surtout à ce qui concerne le secteur primaire, qui est l'agriculture. Oui, j'ai tiré un bilan. Bon. Tantôt, je peux appeler un bilan. Enfin, je ne l'appelle pas quand même un bilan négatif, puisque ça m'a. J'ai eu des difficultés quand même pendant un temps, et puis j'ai un temps aussi d'euphorie. Bon. Et surtout, l'idéal de quitter la France, c'est pouvoir exploiter la terre et donner le courage à mes frères aussi de faire autant. D'ailleurs, quand tu regardes au côté est d'ici, j'ai commencé à aménager ma terre avant eux. Mais comme ils sont en groupe, ils sont actuellement en avance plus que moi.